Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie d'Étienne Gernel, qui est directeur de la rédaction du Point. Ça va, la France, vous titrez cette semaine. Philippe Chalmin, toujours avec nous, professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, éditeur du rapport Cyclope sur les matières premières, et on va en parler dans cette deuxième partie. Et Francis Perrin nous a rejoint, bonjour, président et fondateur de la Société de stratégie et politique énergétique. Et justement, on va parler du prix du pétrole qui atteint un plus bas depuis 2009. Le baril de Brent de la mer du Nord est passé sous la barre des $40 mardi dernier. Alors, quel est l'impact de ce contre-choc pétrolier? Le consommateur est-il toujours gagnant? Comment les pays producteurs réagissent-ils? Alors, Francis Perrin, sommes-nous face à un vrai contre-choc pétrolier? Ah oui, certainement. En fait, il y a depuis... Donc c'est durable et ça va continuer à baisser? Alors, durable, c'est une autre question, mais qu'il y ait un contre-choc est incontestable. On est passé d'un prix du Brent, ce pétrole de la mer du Nord de référence que l'on cite toujours, à $115 par baril en juin 2014, et on est aujourd'hui à moins de 40. Donc voilà, les chiffres disent beaucoup de choses dans ce domaine-là. Une chute vertigineuse. Là. Une chute vertigineuse, ce n'est pas la première. Il y avait 2008-2009, il y a eu la fin des années 90, il y a eu 86. Il y en aura d'autres, mais effectivement, alors qu'on l'appelle contre-choc, effondrement des prix, c'est absolument... Vous diriez effondrement, en tout cas. Effondrement, oui, sans aucun doute. Alors, quelles conséquences ça a, justement? Parce que l'AIE affirme qu'il sera encore bas en 2016, mais qu'il pourrait remonter en 2017. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que vous pensez, justement, que ça pourrait prendre cette tendance? Alors, lorsque l'on parle de prix, personne n'a de boule de cristal, et donc les prévisions... Vous non plus, donc. Prises avec une pincée de sel et même un baril de sel, puisqu'on parle de pétrole. Mais ça me semble assez raisonnable. L'idée consiste à dire que 2016, ce ne sera pas encore une très bonne année pour les producteurs exportateurs de pétrole, parce que l'excédent de l'offre sur la demande, qui a conduit à la chute des prix à partir de l'été 2014, ne sera pas résorbé probablement l'an prochain, d'autant plus que l'Iran devrait faire son retour sur le marché pétrolier après la levée des sanctions. Donc c'est un acteur pétrolier important. C'est un acteur pétrolier important, et cet acteur a vu ses ailes rognées depuis plusieurs années du fait des sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne, sanctions qui ont frappé, qui frappent encore l'économie iranienne, en particulier le secteur pétrolier et gazier. Si l'Iran obtient la levée des sanctions, il va produire plus et exporter plus, ils le disent depuis des mois. Donc les prix seront encore tirés vers le bas. Alors la question c'est, à quel moment les sanctions seront levées? Est-ce que c'est janvier, mars ou juillet? Ça n'a pas le même impact sur l'année 2016. Et deuxième question, combien de pétrole l'Iran pourra mettre en plus sur le marché? Le ministre iranien du pétrole dit 1 million de barils par jour en plus en 2016. La réalité sera sans doute entre 500 000 barils par jour et 1 million de barils par jour. Alors Philippe, pourquoi est-ce que l'OPEP, justement, ne réduit pas sa production? Quelle est leur stratégie et quelles sont les conséquences, géopolitiques dans la région? L'OPEP n'existe plus. Enfin, l'OPEP. L'Arabie Saoudite. L'OPEP est un sympathique petit club qui s'est réuni vendredi dernier à Vienne, qui est arrivé à tellement peu d'accords que, alors qu'à la mi-journée vendredi dernier, on se disait ils vont augmenter leur plafond de production, ce qui était déjà paradoxal, mais comme ils le dépassaient déjà, au fond, c'était une manière d'officialiser la situation. Ils ne sont même pas arrivés à cela, ils se sont séparés en disant pour l'instant, nous suspendons nos plafonds de production. Donc c'est chacun pour soi, et la stratégie de l'Arabie Saoudite, c'est de maintenir sa production pour regagner des parts de marché par rapport à ses petits camarades du Golfe et par rapport à l'Iran. Et puis, c'est surtout de maintenir la pression et de maintenir à la baisse les cours, de manière à toucher finalement ceux par qui la chute est arrivée, c'est-à-dire les producteurs américains de pétrole de schiste. Et la vraie question est de savoir à quel niveau véritable est-ce que le prix du pétrole doit descendre pour que ça ait un impact? Là, ça n'est déjà pas rentable, à $40 le baril. À $40, ah si, à mon avis, alors je parle sous le contrôle de Francis qui connaît ça beaucoup mieux que moi, à mon avis à $40 le baril, le pétrole de schiste dans le Dakota, etc. est rentable. Je subodore qu'il peut être rentable encore plus bas, et c'est pour ça que je n'achète pas totalement les scénarios tels qu'ils sont présentés. Je pense qu'au printemps, on risque de se retrouver dans une émission comme celle-ci à se demander « Diable, diable, le pétrole est à $30, pourquoi est-il aussi bas ?» Et surtout... Donc il va continuer à baisser pour vous? Non, il trouvera son plancher à un moment ou à un autre, et $30 me paraît quand même devoir être... Et il ne remontera pas en 2017. Mais je suis très sceptique quant à une potentialité de remontée en 2016, 2017 et au-delà, tout simplement
parce que il y a un certain nombre de productions qui arrivent sur le marché. Il y a l'Iran qui va revenir. Il y a de nouvelles productions au Brésil, au Sauf que Kazakhstan, les investissements ont l'air de etc. baisser. Hein, donc, Oui, mais ce que nous Dans 5 recevons, ans. c'est les investissements d'il y a 10 ans. Hein. Le temps du pétrole est un temps long. Faut pas donc ça l'oublier. continuera à Mais baisser. la consommation pétrolière mondiale augmente. Ouais, On n'est pas dans un jeu à somme nulle. je suis Tu as d'accord. parfaitement raison de dire qu'il y a de nouvelles productions, Iran principalement pour 2016 et puis quelques autres. Si la demande pétrolière mondiale était stable, ou pire, décroissante pour les producteurs, Et là, elle ce va serait croître effectivement parce qu'il y a une elle reprise va de la croître. Il y a croissance. l'Inde, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, il y a les pays il y a les continents, des continents entiers qui sont en croissance. Là, il y a eu la Chine qui a subi un ralentissement qui risque de continuer quand même jusqu'en 2016. Les Chinois ils disent tout ça. L'année prochaine, ils vont continuer l'ajustement et puis après, ça va repartir d'une manière ou d'une autre. Donc, de toute évidence, la croissance, oui, il y a beaucoup de pays en croissance dans le monde. L'Inde, c'est énorme quand même. C'est une consommation C'est un- qui est vraiment tirée à la hausse par les pays émergents et par les pays en développement. Les pays OCDE, pour aller vite, hein, Europe, occidentale, Amérique du Nord, Japon, leur demande pétrolière n'augmente plus et même elle décline légèrement. C'est vraiment En les revanche, pays pays non émergents, OCDE. malgré les difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui, Alors, il y a un ralentissement, mais leur demande pétrolière, leur consommation augmente quand même, mais pas forcément aussi rapidement que par le passé, notamment le cas de la Chine Il y a- que vous venez de citer, qui est bien Il y a- sûr il y a quand même notable. Étienne Jarnet. l'enseignement des gaz et pétrole de schiste aux États-Unis est absolument fabuleux. C'est là où on voit la force des États-Unis et leur capacité d'adaptation, parce qu'il y a quand même une époque où on nous disait si le pétrole redescend en dessous des $80, ils vont tous faire faillite. Et effectivement, c'était la stratégie de beaucoup de pays qui était de dire on va leur casser les pattes en faisant baisser les prix, et puis les gaz de schiste et pétrole de schiste américains vont disparaître de la surface. Ben non, ils s'adaptent, ils gagnent en productivité à une vitesse incroyable. C'est absolument fascinant, c'est très très impressionnant. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous les Européens, je pense, cette capacité de s'adapter, de miser sur la technologie pour produire moins cher. C'est fascinant. Alors justement, parlons un peu de transition énergétique, Francis Perrin, parce qu'il y a cette problématique-là avec un prix du pétrole aussi bas. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura plus de transition énergétique? Non, mais c'est un vrai obstacle. Il est évident que plus le prix du pétrole est élevé, plus les prix des Ça énergies l'encourage. fossiles Enfin, il était sont très élevé élevés, pendant longtemps. plus ça encourage à la transition énergétique, à une plus grande efficacité énergétique, au développement d'énergies de substitution, notamment des énergies renouvelables. Donc un bas prix du pétrole comme actuellement, qui découle d'une abondance de pétrole sur notre planète. Donc vous avez des énergies fossiles qui sont très abondantes et très peu chères. À la limite, certains pourraient se dire... Est-ce qu'on désinvestit pourquoi dans ce se qu'on appelle fatiguer la clean energy, voilà, justement parce que... le Alors prix du là, pétrole, ensuite, c'est trop une bas. question de volonté politique. Si on Et tombe dans le industrielle. piège de la chute des prix du pétrole, mais c'est un piège qu'on a déjà connu par le passé, et après les prix remontent. Même si Philippe a raison de dire que l'histoire ne se répète pas, et que la chute des prix actuelle n'est pas celle de 2008, pas celle de la fin des années 90, etc. Mais en tout cas, rebondissent mieux, on ces sait que prix. les prix du pétrole vont remonter, quand, combien, etc. Et donc, si on tombe dans le piège de la chute des prix du pétrole pour dire on arrête la transition énergétique, on n'aura jamais une politique énergétique digne de ce nom. La politique énergétique suppose de la durée, de la vision à moyen et à long terme. Si on n'est que dans le court terme, on commence quelque chose, on l'arrête parce que les prix baissent, Donc, on il ne faudrait pas que ça reprend, on remette arrête à en nouveau. question. Non, pour aggraver le cas, nous parlions de la baisse des prix du pétrole, mais il en est de même pour le gaz. Alors le gaz, c'est quand même mieux, parce que le gaz... Le gaz est souvent indexé sur les prix du pétrole, donc oui, le mais pétrole baisse, le gaz à la baisse. limite, il a encore plus baissé. Et surtout, le drame, c'est la baisse des prix du charbon. Aujourd'hui, la source d'énergie la moins chère pour produire de l'électricité, c'est le charbon. Et comme à la COP 21, ils n'ont pas été fichus et ils ont reporté éventuellement à Marrakech l'idée de donner un prix au carbone, bah aujourd'hui, vous êtes un pays en développement, comme le Sénégal par exemple. Vous avez des problèmes d'électricité. Vous devez construire des centrales thermiques. Vous construisez les centrales thermiques au charbon. Enfin, en attendant, Dramatique que cela, en attendant- c'est ce qu'il y a de moins onéreux. Et l'Europe c'est ce que font les profite, Allemands, hein. hein, plus proche de nous. Hein. C'est ce que Oui. font les Allemands. Et c'est encore pire, ils brûlent du lignite, ce qui Oui, est, en plus, qui est c'est vraiment en- le en- plus c'est vraiment le- ignoble. Ils ont Parce qu'ils sont arrêté sortis leur du programme nucléaire. nucléaire, voilà. Voyons arrêter leur programme nucléaire, c'est immonde. Oui, mais ça, c'est la tyrannie du politiquement correct ou de l'écologiquement correct. Bon, là-dessus, vous avez l'air d'être d'accord. En tout cas, les Européens de la zone euro, en profitent, hein, bien sûr, hein, puisque ce sont les consommateurs. Donc, ça joue sur la croissance. Les pays consommateurs, les secteurs qui sont de gros consommateurs d'énergie, pensez au transport aérien, au transport en général, la pétrochimie, la métallurgie des non-ferreux, et puis le consommateur, l'automobiliste, bien sûr. Il y gagne. Donc il n'y a pas que des mécontents dans cette Il affaire, n'y a pas que des mais mécontents. en En revanche- contre, à moyen et à long terme, c'est pas forcément très bon, même pour les consommateurs. Alors, le Venezuela, hein, on va
en me dire deux mots tout de même. Gros pays producteur de pétrole et qui, lui, manifestement, s'en sort très très difficilement justement avec cette chute des prix. C'est même catastrophique, situation économique catastrophique. Nicolas Maduro, donc, vient de se faire battre par une victoire de l'opposition aux législatives. C'est une première depuis 16 ans. Sur fond de crise économique, c'est la fin du chavisme, Étienne Gernel, je pense que vous voulez dire un mot. Il faut l'espérer, c'est l'horreur, le chavisme, c'est quand même la bêtise incarnée, comment massacrer un pays qui avait autant de richesses, un pays richissime et qui se retrouve à plus avoir de papier toilette dans les supermarchés, parce que c'est ça qui s'est produit. Ils font la queue. Et alors, il faudrait quand même dire un petit mot de tous ceux qui, en Europe, ont soutenu les chavistes, comme à une époque où il fallait soutenir Mao, etc. Vos les gens, les collègues spécialistes diplomatiques, par exemple. Mais par exemple, les premiers, etc., c'est une honte, tout ça. Alors heureusement, les Argentins ont réagi. Ils ont voté pour Macri, donc ils sortent un peu de cet élan populiste sud-américain Oui, il y a un retour, qui nous menace aujourd'hui aussi en Europe. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça? Il faut espérer que le chavisme disparaisse. Vous savez, ça fait penser. Il y a une phrase de Churchill qui est merveilleuse. Il disait dans le capitalisme, il y a plus de voitures, dans le communisme, il y a plus de parking. Et le chavisme, c'est ça. Il y a plus de place dans les rayons des supermarchés. Philippe? Oui, alors je suis à peu près d'accord, même si à la limite, la malédiction du pétrole au Venezuela, elle est antérieure au chavisme. Et qu'au départ, Chavez, il est arrivé sur les ruines d'un libéralisme qui avait mis la société vénézuélienne à terre. Mais c'est pire maintenant. Oui, mais je suis bien d'accord. Le drame, c'est que Chavez, il a eu la flambée des prix du pétrole, il a cru qu'il était le roi du monde, et c'est vrai que, alors juste un chiffre, parce que je sens qu'il faut s'arrêter, l'équilibre budgétaire vénézuélien, il se fait avec du pétrole à 160 $ le baril. Nous sommes à 40 $ le baril. Le Venezuela aujourd'hui, c'est 10% de récession, c'est 200% d'inflation. Le Bolivar a perdu 80%. Le drame là-dedans, c'est qu'en face de Chavez, c'est une coalition et que qui va payer les pots cassés de la nécessaire austérité? Ce seront malheureusement les pauvres. Merci à tous les trois pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Le climat et moi. Notre alimentation va-t-elle changer? Comment nos agricultures vont-elles s'adapter aux bouleversements climatiques? Dans quel type de logement vivrons-nous en 2030? Comment nous déplacerons-nous en 2050? RFI vous propose de répondre à ces questions dans Le climat et moi, un web documentaire inédit à travers le parcours de 16 familles sur tous les continents qui s'adaptent au changement climatique dans leur quotidien et saisissent les opportunités de la transition énergétique. Le climat et moi, en partenariat avec l'association 4D, à découvrir sur RFI.fr.